Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui une émission spéciale en lien avec le Festival international du documentaire de Taïwan, le TIDF, qui s'est achevé dimanche à Taipei après 10 jours intenses de projections quotidiennes. Plusieurs émissions ont déjà été publiées sur notre site internet, avec notamment un décryptage consacré au programme sur la Palestine et ses archives, ou encore une revue Asie-Pacifique consacrée à la compétition des films asiatiques, la Asian Vision Competition. C'est finalement le film cambodgien Until the Orchid Blooms de Pauline Lee qui a remporté le grand prix de la compétition. Le film indien Cycle Mahesh et le documentaire de l'Afghane Najiba Nouri, Writing Hava, ont quant à eux remporté le prix du jury et le prix spécial, avec également une mention spéciale du jury pour le court-métrage hongkongais Compact Disc. Mais je voulais aujourd'hui vous parler d'un autre film qui figurait dans la compétition des films nominés pour la compétition asiatique et qui aurait aussi amplement mérité un prix. Il s'agit du film Isan Odyssey du réalisateur thaïlandais Tunska Pansitivorakul, un habitué du festival qui est venu présenter un nouveau film hybride et original qui prend des détours pour aborder la lutte politique et la répression d'aujourd'hui et d'hier en Thaïlande. Chan Wan-ling, chargé de la programmation du festival, avait expliqué en venant au studio français de RTI que le réalisateur était connu en Thaïlande, mais aussi des cinéphiles taïwanais, certains de ses films ayant déjà été projetés dans les 3 dernières éditions du TIDF. Le réalisateur a en effet obtenu le prix spécial pour la compétition Asian Vision en 2024 pour son film Damnatio Memoriae, le prix du mérite en 2022 dans la compétition internationale pour Danse macabre, ainsi que le grand prix pour son documentaire Happy Berry en 2004 pour la 4e édition du TIDF. It's a renowned filmmaker in Thailand. Il a vraiment un langage visuel unique et une manière de traiter de sujets contemporains et controversés en Thaïlande. Son dernier film, Isan Odyssey, est inspiré du travail d'un critique de film qui lui aussi est assez connu en Thaïlande et qui se nomme Thanom Chapakdi. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au nord de la Thaïlande, dans la région de l'Isan, où il existe une culture musicale, le morlam. Ce film combine l'histoire des mouvements sociaux et de l'assimilation de cette population dans la culture dominante thaï et la manière dont cela affecte sa culture, sa manière de se percevoir dans l'histoire de la Thaïlande, son identité et sa langue. Le film commence avec un schéma en apparence plutôt classique, laissant penser au spectateur qu'il s'agit d'un documentaire sur le morlam, un style de musique folk du nord-est de la Thaïlande, aussi appelé Isan, une région majoritairement peuplée d'habitants d'origine laotienne. La caméra suit une grande troupe itinérante de morlam qui voyage de ville en ville et de village en village pour donner des représentations pleines de glamour, de costumes à paillettes et de danses aux mouvements parfois salaces. Le morlam n'est pas du tout une musique controversée. Les concerts commencent à 18h et durent jusqu'au matin. C'est un style très populaire en Thaïlande. Mais dans le film, j'essaie de dire qu'il y a longtemps, les chansons de morlam n'étaient pas des hits à succès, mais des chansons engagées. Le Documentary Club, qui est une sorte de société de production de documentaires en Thaïlande, m'a contacté pour faire ce film sur la base de l'œuvre de Thanom Chapakdi, un critique, auteur et militant qui s'est beaucoup intéressé à l'Isan, au morlam et aux rébellions dans cette région. Le film est un mélange d'un concept que j'avais pour un film et des recherches historiographiques de Chapakdi. Thanom Chapakdi, qui est décédé en 2022, avait proposé l'idée selon laquelle le morlam aurait été un outil de rébellion et annoncé des prophéties de révolte. Le réalisateur a ainsi fait le lien avec des mouvements de révolte survenus en Thaïlande avant, pendant et après la guerre froide. Et notamment évoqué une révolte survenue dans le Siam, dans le sud de l'actuelle région de l'Isan en 1902,
à l'issue de laquelle 300 villageois ont été tués et 400 autres emprisonnés. Le réalisateur évoque ainsi les hommes saints ou holy men, qui font référence à des leaders spirituels charismatiques de l'Isan et du Laos, qui, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ont affirmé être investis de pouvoirs magiques capables de guérir, de prédire le futur ou encore de lutter contre les injustices. Tunska Pansetivrakul propose des ponts avec l'histoire et notamment avec la guerre froide, période pendant laquelle l'Asie du Sud-Est est devenue le théâtre de conflits interposés. Dans les années 50, les États-Unis ont ainsi soutenu l'armée thaïlandaise pour lutter contre le communisme. Le village de Nabua, aujourd'hui un village touristique, est ainsi devenu le théâtre d'affrontements entre l'armée thaïlandaise et les insurgés communistes dans les années 60, et ce jusqu'au début des années 80. Le réalisateur prend position en suggérant que c'est peut-être la corruption, la brutalité et l'impunité des fonctionnaires corrompus et de l'armée envoyée en poste dans le village, qui profitait de son éloignement pour exploiter les villageois, qui a créé un terreau fertile pour l'idéologie communiste. La caméra se rend dans le village de Nabua, où les habitants se plaignent d'être encore aujourd'hui craints et ostracisés par peur d'être accusés de sympathie avec des groupes communistes terroristes. Le réalisateur choisit ensuite la danse pour raconter l'histoire de Dipumisak, un jeune militant et intellectuel marxiste thaïlandais qui a rejoint les rebelles communistes cachés dans la jungle avant d'être tué par des fonctionnaires l'année suivante, en 1966. Un acteur torse nu danse dans le parc construit à sa mémoire, près du lieu de sa mort, avec en fond sonore la voix de Siri qui lit sa biographie telle qu'on peut la trouver sur Internet. Jit Pumisak n'a laissé que très peu de traces, de documents. Il y a seulement une vingtaine de photos. Le danseur qui chorégraphie Jit Pumisak dans le film sourit. J'ai filmé 2 versions de cette danse. Une où il sourit et une autre où il ne sourit pas. Il y a 2 ans, lorsque je suis venu à Taïwan pour la précédente édition du TIDF, j'ai présenté le film Dalmatio Memoriae, qui parle de la terreur blanche. En préparant ce film, j'ai découvert qu'il y avait aussi eu de nombreux cas d'exécution sommaire à Taïwan pendant la terreur blanche. Et sur de nombreuses photos de ces personnes, prises avant leur exécution, on les voyait sourire. Ça m'a beaucoup marqué et j'ai choisi de faire sourire le danseur. En Thaïlande, Jit Pumisak commence seulement à être redécouvert et considéré comme une figure politique importante. Si Jit Pumisak était encore vivant aujourd'hui, il pourrait bouger son corps de manière joyeuse. Mais il est mort à 36 ans et a passé 6 ans de sa courte vie, soit 1/6 de son existence, en prison. Même si Jit Pumisak fait partie de l'histoire passée, ce genre de choses arrivent encore aujourd'hui en Thaïlande. Des penseurs, des écrivains qui ne peuvent pas rester en Thaïlande parce qu'ils feraient face au même destin. Actuellement, en Thaïlande, il y a 36 personnes qui sont en prison pour des raisons similaires, ou d'autres qui ont été retrouvées mortes dans le fleuve Mekong en décembre 2018, qui étaient des activistes. Les mouvements sensuels du danseur torse nu qui joue Dipumisak, mais aussi la nudité ou la semi-nudité d'un certain nombre d'autres acteurs ont attiré l'attention des spectateurs lors de la session questions-réponses après la projection du film. Dans mes films, il y a effectivement beaucoup de corps masculins nus. Si cet acteur est nu, c'est d'abord parce que j'ai trouvé que son corps était très particulier et qu'il ressemblait beaucoup à celui d'un poisson. C'est pour cela que j'ai superposé l'image de lui nu dans sa baignoire à celle des poissons dans la rivière Mekong. Ensuite, j'aime beaucoup Michel Foucault. Il y avait une sorte de théorie sur les uniformes. Quand on enlève ces uniformes, il y a une sorte de liberté. Pourquoi, à chaque fois que je présente un film, il y a des questions sur la nudité ou la sexualité ? Est-ce qu'on ne vient pas tous de cet acte ? C'est aussi une manière pour moi de me moquer du fait que quelque chose de si normal soit traité avec dégoût. Mais la nudité n'est pas l'élément le plus problématique de ce film pour la censure des autorités thaïlandaises.
Le réalisateur a expliqué que Isan Odyssey comptait 2 versions, une pour l'étranger et une pour la Thaïlande, qui s'adaptent aux règles de censure locales. Ce film a été projeté en Thaïlande en septembre et octobre de l'année dernière. Beaucoup de gens me félicitent et me disent que j'ai été très courageux de montrer un film comme ça dans les cinémas thaïlandais. Mais en réalité, je ne suis pas courageux du tout. La durée des 2 versions est la même. C'est juste que dans la version thaïlandaise, j'ai enlevé certaines choses pour les remplacer par d'autres. Dans la version thaïlandaise, il y a des choses qui ont été coupées, modifiées, et il y a de l'autocensure. La version taïwanaise pourrait non seulement être classée comme contenant des contenus interdits, mais aussi m'attirer d'autres problèmes. La scène finale, par exemple, a été coupée pour enlever ce qui se trouve à droite de l'image. Dans la version thaïlandaise, j'ai plus zoomé dans cette scène finale pour qu'on ne voit pas ce qui est sur le mur de droite, car il y a une certaine chose, quelqu'un qui ne doit pas apparaître en Thaïlande. Et il y a une scène en noir et blanc où on voit l'ex-dictateur de l'époque, Sarit Tanarat, peu de temps avant sa mort. Quelqu'un lui rend visite, et cela aussi a été enlevé. Les Taïwanais qui ont vécu pendant la période de la Terreur blanche peuvent sans doute comprendre, car c'est dur à imaginer pour les nouvelles générations. Mais je pense que la Thaïlande est actuellement dans une situation similaire à celle de la Terreur blanche à Taïwan, et cela continuellement depuis 60 ans. Tunska Pasitivorakul a ainsi expliqué que pour ce qui est de la censure, il y a des lignes claires, comme par exemple l'interdiction de parler du système gouvernemental ou de ce qui menace la stabilité de l'État, mais quant à savoir ce qui concrètement rentre dans ces catégories, cela reste très flou. Ce qui fait que les artistes et les créateurs de contenu thaïlandais n'osent pas aborder ces sujets. Le réalisateur s'exprime pourtant librement lorsqu'il se rend à l'étranger. Depuis ma plus tendre enfance, mon pays a toujours excellé dans le lavage de cerveau. On pensait donc qu'on vivait dans un super pays où tout le monde est heureux. Dans ma famille, il y a beaucoup de sexagénaires et au-delà qui ne connaissent pas la vérité sur notre pays. C'est seulement entre mes 25 et 30 ans, donc assez tard, que j'ai réalisé que nous vivions dans un pays de merde. En 2010, le fils d'un ami est mort dans une manifestation. Il a été abattu dans la rue par un sniper posté sur un bâtiment. Ça m'a vraiment mis en colère. Merde! Désolé. Après, j'ai commencé à faire des films sur ces sujets. Le festival est malheureusement terminé et il faudra donc guetter les prochaines projections ou diffusions sur des plateformes en ligne pour voir ou revoir ce film. Mais en attendant, je vous invite à retrouver les autres émissions qui ont été réalisées en lien avec l'édition de cette année du TIDF sur le site internet de Radio Taïwan International. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.